Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Jean Cazot pour parler ufologie. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, Principauté de Monaco, Grand Sud. Jean Cazot, bonjour et merci de participer à la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Oui, mais c'est mon plaisir. Alors, vous êtes chercheur ufologue et métaphysicien. C'est en 1966 que vous êtes tombé dans la marmite de l'ufologie. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ces recherches? En fait, ça dépasse la motivation parce que c'est un incident des plus étranges, je dois le reconnaître, au point que j'en ai fait part dans un de mes ouvrages parce que c'est totalement inusité, c'est même vous déciderez par vous-même. À cette époque-là, j'avais 16 ans. Ouais. Et ce qui s'est produit, c'est que en plein milieu de la nuit, au retour des toilettes, je me suis recouché, évidemment, vers les 3 heures du matin. Et là, j'ai vu au sommet de mon plafond une espèce de cercle de couleur jaune, légèrement lumineux, et qui tranquillement s'est mis à descendre et à descendre et à descendre. Et à ce moment-là, je n'avais pas d'émotion particulière, pas même de surprise, mais je le regardais aller. Et il s'est installé autour de ma tête, et là, il y a 6 bandes lumineuses de la même couleur, rectangulaires, qui sont venues comme s'attacher autour de ma tête. Et je ne bougeais pas, j'étais un peu, j'étais comme pas paralysé, mais j'étais, Et là, elles se sont rétractées, sont revenues à l'intérieur de ce cercle-là. Et par la suite, l'objet est disparu, tout simplement. Alors moi, j'estimais que tout ça avait duré à peine le temps que je viens de prendre pour vous le raconter, à peine 30 secondes. Et lorsque je me suis retourné, j'ai remarqué que la chambre était beaucoup plus claire qu'elle ne devrait l'être en plein milieu de la nuit. Et pour cause, il était maintenant 6 heures du matin. Ah, d'accord. Alors, l'événement avait duré plusieurs heures, alors qu'en réalité, moi, je croyais que c'était quelques secondes. Si la chose s'était arrêtée là, à ce moment-là, je dirais, voilà, c'est une anecdote fort intéressante, sauf que dans les semaines qui ont suivi, et là, je vous le dis comme c'est, dans les semaines qui ont suivi, je suis devenu l'ufologue le plus connu au Québec. Ah oui. Je me suis mis à donner des conférences. Je me suis mis à donner des conférences de presse dans les universités, un peu partout, à écrire. Bref, une véritable folie sur un sujet sur lequel je n'y connaissais rien. Et pourtant, les réponses venaient. Bon, c'est sûr que je lisais, et ainsi de suite. C'est pas un miracle, mais c'est quand même incroyable parce que je me souviens notamment qu'on m'ait posé des questions
sur la façon dont ces objets-là pourraient venir des confins de la galaxie. Et je répondais par des théories sur lesquelles je n'avais même pas lu. Vous avez aucune information, hein? Oui, et mes parents étaient totalement affolés et se demandaient comment il se faisait que je pouvais être un espèce de petit prodige dans ce domaine-là, mais en même temps un véritable cancre à l'école régulière. Oui. Et c'était là pour eux un mystère total, et ça a été d'ailleurs un objet de conflit extrêmement intense à l'intérieur de ma famille pendant des années, et ça n'a jamais arrêté d'ailleurs. Alors comment se sont passés vos débuts, vos recherches en ufologie? Quel a été votre parcours après justement cette expérience? Et surtout, qu'avez-vous découvert de probant? En fait, comment vous avez aussi analysé cette expérience que vous avez vécue? Bon, alors sur le coup, lorsque j'ai vécu ça, je n'ai pas fait le lien exactement entre l'expérience vécue et cette espèce de ce que je pourrais appeler cette espèce de science infuse qui s'est produit. Je l'ai pas vu comme ça. C'est avec du recul que je l'ai constaté. Parce qu'à l'époque, moi, cette espèce de prodigieuse connaissance que j'avais, elle m'était tout à fait naturelle. Pour moi, je n'étais pas surpris, je n'étais pas étonné à chaque fois que je répondais à une question ou que j'écrivais un article. Pour moi, c'était tout à fait naturel. C'est comme ça, c'est tout. Alors, c'est donc avec le recul que je l'ai constaté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fondé une organisation de recherche et bien que je n'avais que 17 ans, j'avais environ 200-300 membres, dont 95% d'entre eux étaient tous des adultes. Alors, j'ai vécu dans un monde d'adultes, j'ai formé des adultes à l'enquête et qui ont parcouru le Québec, et on a fait des enquêtes absolument extraordinaires. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que ce phénomène-là était, oui, il était mondial, évidemment, mais il était, je dirais, universel, mais universellement maltraité aussi. Ah oui. Oui. Tout à fait. Parce que méconnu et méprisé par de petits esprits dont l'ignorance n'a d'égal que leur insignifiance. Oui, tout à fait. Alors, et ça a été pour moi un choc, parce que j'étais jeune, j'avais 17-18 ans, j'avalais, comme on dit, j'avalais des connaissances goulûment, parce que j'étais absolument passionné à cet âge-là. C'est la passion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et je ne comprenais pas comment des adultes censés être responsables du sort de notre planète pouvaient fermer les yeux, être indifférents ou moqueurs face à ce qui me semblait être pourtant une évidence. Je suis tout à fait de votre avis. Ben oui, ça n'a aucun sens. Bien sûr. C'est ridicule. On voit encore des abrutis venir nous dire « Ah, ce ne sont que des fous, des malades. » Oui, des hallucinations. Non, mais je veux dire, c'est complètement... moi, je n'en reviens toujours pas. J'ai 63 ans, mon cher monsieur. Je n'en ai plus 16. Et je vis la même humiliation. Je vis la même... je suis aussi consterné maintenant que je l'étais à l'époque. Sauf que à 63 ans, je m'en fous. Oui, je vous comprends bien, parce que nous aussi, on constate des choses incroyables, notamment au niveau des médias, au niveau des gens en général, qui traitent ces sujets, on dirait un grand cirque. Ils traitent ces sujets en dérision, et on ne cherche pas à comprendre. On voit pas plus loin que le bout de son nez. Et encore, ce nez-là est court. Oui, parce que vous n'avez pas idée. Je suis en plein tournage à l'heure actuelle parce que je produis un espèce de film pour surtout les cas les plus extraordinaires sur lesquels j'ai pu travailler ici au Québec. Et je revisite d'une certaine façon certains dossiers. Et lorsque ces témoins-là qui sont assis là sur le siège devant moi s'expriment là avec cette espèce de ferveur et cette espèce et ce que je dirais, cette
cette grande normalité. Oui, oui, oui. C'est que ce ne sont pas des abrutis, ce ne sont pas des fous, ce ne sont pas des illuminés, ce sont des gens comme vous et moi qui racontent avec la plus grande simplicité un événement qu'ils ont observé de très près. Et moi, ce que je vous dis, cher monsieur, c'est que ces gens-là iraient en pleine cour de justice dire au juge: votre honneur, c'est cet homme-là qui a tué cette femme. Ouais. Eh bien, le type, il serait derrière les barreaux parce que ce témoignage-là serait accablant. Bien sûr. Et pourtant, ce n'est qu'un témoignage oculaire. Or, voilà que cette même personne qui viendrait dire: monsieur le juge, j'ai vu un vaisseau, bref, un ovni, on ne passera pas la nuit à le décrire, eh bien, cette personne-là serait tout simplement ridiculisée par tout le monde. Bien sûr. Et pourtant, ce serait un témoignage tout aussi oculaire et, à mon avis, tout aussi valable que celui qui incrimine un homme et l'envoie sur la chaise électrique. Exactement. Tout à fait. Enfin, la chaise électrique, c'est pas chez vous, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quel a été, après votre cheminement, vous avez dû vous forger une opinion au bout d'un certain temps, notamment de par votre expérience personnelle et vos enquêtes. Bon, écoutez, moi, en ce qui me concerne, je crois profondément que cette présence d'intelligence supérieure, c'est comme ça que je les appelle, cette présence est liée directement au caractère très particulier de cette planète qui, je crois, là, j'ai même une opinion, hein. Oui, oui, oui. Alors, moi, je crois que nous sommes un peu en quarantaine, que nous sommes une planète purgatoire, une planète d'incarnation, une planète de karma, une planète, de toute façon, c'est une planète qui est malade, c'est clair. Tout à fait. Alors nous sommes dans un espèce de purgatoire, si je puis dire. Ça, c'est sur un plan plus métaphysique, plus spirituel. Cela dit, je crois que cette présence que l'on observe est liée directement à notre sort, à notre évolution. Je crois que tant que nous sommes en quarantaine, nous n'avons pas le droit de sortir de cette planète, c'est-à-dire d'explorer l'espace comme on le voudrait. Vous noterez, je l'ai fait dans un bouquin, vous noterez l'abondance de missions martiennes qui ont échoué, et mystérieusement d'ailleurs. Parfois même, c'en est affolant. Le temps qu'elle fasse le tour de la planète, elle n'y était plus. C'est arrivé aux Russes. Alors écoutez, il y a quelque chose de colossal et d'énorme derrière ce phénomène-là. Je crois même qu'il est responsable de notre condition physique actuelle. Je crois même que nous sommes le produit d'une co-création. Je ne dis pas que je ne m'appelle pas Raël, là. Je suis pas en train de vous dire que les Elohim nous ont créés, mais ce que je dis, c'est que nous avons été génétiquement manipulés, transformés, comme on essaie même nous-mêmes de le faire à l'heure actuelle avec des animaux. Eh ben, ça a été fait avec nous. Le résultat, il est visible. Nous avons des races totalement différentes qui ne s'expliquent certainement pas uniquement par le climat. C'est stupide. Oui, tout à fait. Ça s'explique par autre chose. On ne me dira pas qu'un colosse de Finlande et un tout petit Vietnamien, ils sont ainsi juste parce qu'il y en a un qui a plus de soleil que l'autre. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. On a fait des émissions justement avec certaines personnes assez ouvertes, notamment ici en France, Jacqueline Bousquet, qui était directrice au CNRS et qui s'est fait un petit peu tirer l'oreille parce qu'elle en disait un peu trop, elle allait un peu trop loin, et qui nous disait la même chose. Ah oui, nous n'avons pas été créés à ce sens-là, mais nous avons été co-créés, nous avons été manipulés génétiquement, et ces êtres-là, d'une certaine façon, sont parents avec nous. On a un lien de parenté. Maintenant, pour une raison qui est, à mon avis, cette espèce de quarantaine, nous n'avons pas le plaisir, le privilège d'établir des relations normales avec ces êtres-là. C'est la raison pour laquelle le grand secret qui entoure le phénomène ovni, il ne vient pas de nous, il vient d'eux. Parce que ce serait une affaire de rien pour eux là de se manifester de façon massive.
Écoutez, des rassemblements populaires à travers le monde, il y en a constamment. Alors, si l'idée leur prenait un jour de se manifester de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté, ce serait pour eux un jeu d'enfant. Or, ils ne le font pas. Ils l'ont déjà fait, mais c'était pas une intention massive. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'en moins de 24 heures, si ces êtres-là vous laissent faire connaître, ce serait fait. Ils ne le font pas, ils ont une raison de ne pas le faire, et qui est lié à notre statut actuel, qui est lié à notre évolution. Et tant que nous serons une planète de cons, comme nous le sommes présentement, on n'avancera pas beaucoup, et ces êtres-là vont conserver leur distance tout en établissant des contacts réguliers avec certains d'entre nous. Ouais. Alors justement, nous avions fait une émission avec Anne Givaudan, que vous devez connaître, certainement. Oui. Qui nous disait que elle faisait des sorties astrales, elle avait des contacts avec des êtres d'autres planètes, mais en 4e dimension, bien souvent, qui disaient que nous étions encore au jardin d'enfants. Ah ben ça, c'est quand même incroyable que vous me dites ça, parce que moi j'ai un bouquin chez vous qui s'intitule « Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance ». Ah oui, ben voilà. Ah ben oui, ça c'est quand même incroyable qu'on utilise la même expression, parce que c'est en plein ce que je dis dans ce livre. Oui, la Terre n'est qu'un jardin d'enfance. Nous sommes, et je donne l'exemple, pour le justifier, ce titre-là, je donne l'exemple d'une petite fille de 4 ans qui est dans son petit jardin d'enfance et qui, à un moment donné, elle est enlevée par un monstre qui lui cache la figure, qui la bouscule, et elle se retrouve ailleurs et elle ne comprend pas et elle est terrifiée, et elle raconte cette histoire-là à ses parents qui se disent, alors elle a 4 ans, la petite, alors qu'en réalité, c'est simplement qu'un incendie s'est déclaré dans le jardin d'enfance en question. Les sapeurs-pompiers sont rentrés à toute vitesse, ont évacué les enfants, et comme elle semblait tout perdue et ne pas comprendre, il l'a pris dans ses bras, et imaginez l'allure d'un sapeur-pompier pour un enfant de 4 ans, c'est traumatisant, vous comprenez ce que je dis? Tout à fait. Alors, qu'en réalité, on lui a sauvé la vie, on ne lui a pas fait mal, on lui a épargné, en fait, des choses. Alors, lorsque des gens me racontent qu'ils ont vu des êtres et ainsi de suite, puis qu'ils étaient terrifiés, alors je me dis, voilà, c'est la petite là du jardin d'enfance. Tout à fait. Ouais. Parce que les gens, sous prétexte que les gens ont peur d'une chose, cette chose-là est dangereuse. Alors moi, je vous dirais que moi, ma femme a très très peur des souris. Oui. Mais les souris ne sont pas dangereuses sous prétexte qu'elle en a peur. Non, pas du tout, oui. Alors, c'est la même chose. On peut avoir peur d'une chose, ça ne la rend pas hostile ou agressive. Non. Alors, il y a un courant de pensée actuel très fort à l'effet que ces êtres-là, et je peux comprendre pourquoi, avec le cinéma américain complètement débile qui nous propose des scénarios absolument atroces. Et plus ça va, pire c'est. Je pense à Skyline, là où on se fait dévorer le cerveau, là, complètement. Alors ça, il est très clair qu'il y a une espèce de manipulation de notre esprit à nous faire croire que nous sommes en danger. Maintenant, cela dit, je ne suis pas angéliste et je crois que nous pouvons être actuellement dominés quand même par, un peu comme la tradition biblique le dit, Satan a été jeté sur la terre, et ainsi de suite. On tombera pas là-dedans, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a une présence effectivement pas très sympathique sur cette planète, qui est probablement responsable de l'influence que nous subissons et faisons en sorte qu'on se détruit et s'autodétruit sur une base régulière, sauf que sans devenir prophète, parce que là, c'est vraiment pas ma tasse de thé, mais j'ai le sentiment qu'actuellement, un très grand ménage s'effectue. Oui, on en parle d'ailleurs. Et on le voit. On le constate. À tous les niveaux. On le voit. Je prétends que le printemps arabe, c'est ce qui se passe en Égypte actuellement et ce qui se passe ici. Et moi, je vois ce qui se passe ici chez nous. C'est quand même incroyable. On fait un ménage. Réalisez-vous qu'en moins d'1 an, on a eu 5 maires dans la plus grande métropole canadienne. Parce qu'on fait le ménage, on se débarrasse des ripoux et c'est fabuleux. Alors, je pense que nous sommes en train de vivre peut-être la fin de cette quarantaine-là, sauf que
je n'associe pas ça à 2012, évidemment, mais peut-être que je n'ai peut-être pas tort de le penser aussi. Peut-être que depuis ce moment-là, on est en train de renverser la vapeur et que je ne verrai peut-être pas ça de mon vivant, mais un jour, cette planète-là sortira de quarantaine et ces visiteurs-là, qui auront toujours été des énigmes, se révéleront des alliés et des êtres absolument extraordinaires avec lesquels nous pourrons parcourir l'univers. Jean Cazot, je vous propose de marquer une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre grand sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Jean Cazot, qui est ufologue, métaphysicien. Nous parlons ufologie depuis le Québec. Nous avions fait une émission sur 2012 avec Anne Givaudan qui nous disait que c'était un point de rupture qu'on allait changer. Et nous avons fait de nombreuses émissions sur les recherches en ufologie et sur la médiumnité. Certains médiums channeling, comme Anne, par exemple, nous disent qu'il y a des extraterrestres en 4e, voire 5e dimension. Peut-on se fier aux médiums et au channeling? Quelle est votre position justement sur ces histoires de dimensions? Oui, il est très clair. Il est très clair dans mon esprit et de par mes propres expériences et également celles des gens avec qui je travaille, parce que des témoins, j'en ai vu un et un autre, j'ai délaissé l'ufologie classique. Je ne fais plus d'enquête sur le terrain au niveau de l'ufologie classique. Je vais vous dire pourquoi en un mot. Ouais. Si en 63 ans on n'a pas compris, c'est pas un ovni de plus qui va régler le problème. Non. Alors, ça ne sert à rien de perdre du temps là. La réponse se situe chez le témoin et non pas chez l'ovni. C'est le témoin qui est la clé. Et lorsque j'écoute et je regarde et je prends conscience de tout ce qu'on nous dit via la médiumnité et le channeling, il est très clair que la grande majorité des êtres qui se présentent sur cette planète ne sont pas nécessairement des extraterrestres, mais des êtres extradimensionnels. Voilà. Alors, ce ne sont pas nécessairement des gens qui viennent de l'alpha du centaure. Ce n'est pas exclu. Oui. Tout est possible. Et ce n'est pas exclu qu'ils viennent de l'intérieur de cette planète. Oui. Ce qu'on appelle des intraterrestres. Oui. Ce n'est pas exclu. Mais je crois que la majorité nous viennent de d'autres dimensions, lesquelles sont les mêmes, soit dit en passant, que celles où nous irons lorsque nous quitterons notre propre enveloppe corporelle. Tout à fait, on est bien d'accord. Alors la mort, d'une certaine façon, c'est l'enlèvement ultime. C'est ce qui explique que nous avons plusieurs corps. Ah oui. Voilà, nous avons plusieurs corps. Absolument. Voilà, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, etc., etc. Oui, c'est blavatsquien comme explication, mais ça n'en demeure pas moins que nous avons accès, de par notre esprit, à plusieurs dimensions. Sauf que dans l'état de conscience où nous sommes présentement, en tant qu'être humain, nous sommes très limités. En général, la plupart d'entre nous, très peu sont médiums, nous sommes limités à notre corps physique. Et c'est voulu, on ne s'est pas incarné dans ce corps-là pour des prunes. Non. Il y avait des raisons. Alors, mais il n'en demeure pas moins que nous avons quand même accès, particulièrement lors de nos expériences nocturnes, de nos sorties nocturnes, nous sortons de ce corps-là et nous explorons divers univers. Ça, j'ai écouté, moi, dans mon tournage, dans mon film, là, c'est quelque chose qui va ressortir ça de façon exponentielle, parce que c'est essentiellement, c'est ça moi, j'ai écrit un livre qui va s'intituler « Esprit d'abord, humain ensuite ». Eh bien, vous viendrez nous en parler. Ah ben oui, parce que nous sommes d'abord un esprit qui devient humain. Tout à fait. Et non pas un humain doté
d'une petite étincelle ou d'une arme ou quelque chose du genre. Non, c'est pas ça du tout. Non. Nous sommes des esprits incarnés. C'est ça la réalité. On est tout à fait sur la même longueur d'onde. Ben voilà. Alors les témoignages se multiplient. Depuis des années, on parle de vol d'ovnis, d'enlèvements extraterrestres, des contacts rapprochés. Il y a plusieurs crashs, comme le célèbre crash de Roswell. Et malgré tout ça, nous n'avons pas de preuves vraiment flagrantes et les gouvernements ne communiquent pas sur le sujet. Pourquoi, à votre avis? Bon, écoutez, les gouvernements ne peuvent, sous aucune considération, reconnaître ce qu'ils ont refusé de reconnaître à l'époque. Lorsque le phénomène OVNI est devenu mondial dans les années 40, après la guerre et même pendant la guerre, mais surtout après, la venue de la radio et de la télévision a fait en sorte que, à un moment donné, on a pris conscience que le monde entier était visité par ces ovnis. Vous, en France, vous avez eu 2 vagues consécutives en 52 et en 54, et aux États-Unis, simultanément, ont été les plus grandes années ufologiques à Los Angeles. De tous les temps. C'était le moment pour le gouvernement de reconnaître cette présence-là. Ça n'a pas été fait, il est trop tard. Ils ne peuvent plus, en 2013, reconnaître avoir menti. Il n'y a pas un gouvernement qui peut reconnaître avoir menti de cette façon, en faisant même disparaître parfois des gens, depuis 60 ans. Ouais. C'est un impossible aveu, c'est un aveu suicidaire. Ils ne peuvent pas non plus le faire pour d'autres raisons qu'on pourrait qualifier de sociales et religieuses et philosophiques. Il faudrait réécrire à peu près tout. Il faudrait réécrire l'histoire. Il faudrait réécrire l'histoire des religions. Il faudrait abolir celles-ci parce qu'elles deviendraient totalement inutiles, parce qu'on découvrirait finalement que ce ne sont que des inventions humaines. Il faudrait tout détruire, il faudrait tout refaire. Moi, je vous dirais que lorsqu'un géologue et le Congrès des géologues américains a fait la découverte que le sphinx, les rayures du sphinx étaient le produit de très fortes pluies qui se sont produites uniquement il y a 9 ou 10 000 ans, eh ben les égyptologues ont refusé systématiquement cette théorie-là parce qu'il aurait fallu qu'ils réécrivent toute l'histoire de l'Égypte, parce qu'on la faisait reculer de 5000 ans. Et ça, c'est emmerdant pour un égyptologue ou un historien de réaliser qu'on a consacré une vie à une gigantesque erreur. Tout le monde peut se tromper, hein. Finalement, quelque part aujourd'hui, bon, les techniques avancent, il y a Internet, l'information circule, ils vont bien être obligés de l'avouer, de le dire à un moment donné. D'ailleurs, il y a certains ministres qui en ont parlé, qui ont dit oui, nous avons eu des contacts avec les extraterrestres. Oui, il y a des gens qui en parlent, mais moi, dans mon métier, j'ai été dans le milieu des médias toute ma vie. J'ai fait de la radio au niveau des affaires publiques pendant 45 ans. C'est un milieu que je connais bien. Je peux vous dire une chose. Il est clair que Internet, actuellement, est en train de prendre une place importante, mais malheureusement, Internet est également une sorte de dépotoir du ridicule. Tout à fait. Il y a de tout dans Internet. La grâce et la bêtise fraternisent. Et ça devient impossible de savoir. N'oubliez pas qu'un enfant de 12 ans peut très bien se fabriquer un site aussi crédible que celui du Pentagone. C'est facile. Avec l'infographie, on fait n'importe quoi aujourd'hui, on choisit des images. Bon, alors, ça devient inquiétant parce que moi, je reçois des tonnes et des tonnes de liens ici et je me rends compte que c'est vide. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Il y a de belles images, de beaux textes, de belles photos, c'est bien disposé, mais c'est de la merde. Alors ça, c'est le danger d'Internet et c'est la raison pour laquelle le mainstream, comme on dit ici chez nous, les grands courants médiatiques ne peuvent pas... ils ont encore le monopole de la crédibilité, si je puis dire, dans le sens que, bon, je ne dis pas que le Monde ou Affaires 3 ou qui vous voulez détient la vérité, c'est pas ce que je veux dire, mais ils ont au moins une rigueur, n'est-ce pas? Oui. Ils ont une certaine rigueur dans
la rédaction de leurs articles ou dans la diffusion de leurs reportages, il y a une rigueur qui n'existe pas sur Internet parce que personne ne contrôle Internet. Personne ne vient dire, bon, ça, oh là, ça c'est assez, ça c'est ridicule, ça, enlevez-moi ça. Il n'y a personne qui le fait. Alors, n'importe quel abruti, n'importe quel imbécile, n'importe quel malade peut donc faire véhiculer. Écoutez, moi je reçois des trucs à l'effet qu'on a découvert des squelettes de 40 pieds dans le désert. Non, ben ça va, là, ça suffit. Ça suffit. Montrez-les, les foutus squelettes, et foutez-nous la paix, tu sais. Et non, ben c'est des photos ridicules, c'est fait sur Photoshop. Alors ça, j'en ai ras-le-bol de ces... Parce que ça nous fait un tort considérable. Ça fait un tort considérable aux ufologues et aux gens qui cherchent de façon sérieuse à démontrer la réalité d'une autre réalité. Mais là, moi, Internet, pour moi, c'est le yin et le yang, mais ça s'oppose. C'est le bien et le mal, c'est le jour et la nuit. Alors, c'est fou parce que il n'y a pas de guide, il n'y a pas de parcours défini pour quelqu'un qui veut s'embarquer là-dedans. Et moi, j'en ai jusque-là de recevoir des liens complètement insipides et qui me disent « Oh, M. Cazot, vous voyez, la vérité, c'est fait maintenant, on le sait, regardez, lisez ça. » Ben, ouais, lisez ça. C'est Wikistrike. C'est de la merde. Il faut être très prudent avec Internet. Oui, parce que Internet contribue à la désinformation, finalement, quelque part. Ben oui, à la désinformation, d'une part, mais aussi au ridicule. Au ridicule, c'est ça le problème. Parce que moi, j'en ai un site Internet. J'essaie d'être le plus rigoureux, le plus sérieux possible. Ouais. N'importe quel idiot peut avoir un site exactement semblable au mien et dire des conneries, et personne ne fera la différence parce qu'on ne sait pas qui est derrière le site. Moi, j'ai le bonheur de pouvoir accorder des entrevues et d'abord, dans un premier temps, montrer que j'existe, parce que combien d'individus ont des sites Internet puis il n'y a pas de nom. On ne sait pas qui est là. Oui, c'est vrai. Ah, UFO machin. Tu vas voir, ufologique. Bon, d'accord, ufologique. Qu'est-ce qu'il y a derrière ufologique? On ne sait pas qui est là. On ne sait pas. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas où ils prennent leur truc. On ne sait pas ce qu'ils disent, on ne sait pas qui est là, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de... Moi, quand vous venez sur mon site, ma gueule, elle est là. J'ai une tronche qui occupe la moitié de l'écran. Et mon nom est là et ma bio est là. Si je vais sur le site de votre radio, je sais qui vous êtes, je sais qui fait de la radio, qui anime, qui... On a une page spéciale, on a une page spéciale des animateurs et de tous ceux qui contribuent à la radio, donc il y a oui, comme ça on peut vérifier, on peut contre-vérifier, on peut savoir au moins, mais quand j'entends quelqu'un me dire le docteur Caspian Bradbury a dit que, bon, très bien, moi je fais la recherche sur le foutu docteur qui n'existe même pas, d'une université qui n'existe même pas, et qui n'est repris par personne, sinon ceux qui repiquent le même article pour le rediffuser 1000 fois, donnant l'impression qu'il y a 1000 sources alors qu'il n'y en a qu'une et elle est conne, la source. C'est pas vrai, c'est faux. Alors ça, c'est le talon d'Achille de la nouvelle ufologie, comme je l'appelle, c'est le talon d'Achille parce que c'est par là qu'on peut nous attaquer en disant mais voyons, regardez le peu de sérieux qui entoure cette histoire-là. Et là, on n'a qu'à nous sortir les milliers de conneries YouTube et tout ce que vous voulez qu'on nous envoie. Alors, le problème, il est là. Moi, je vous dirais, mon cher monsieur, que les gouvernements n'ont pas à se taire et n'ont pas à nous faire taire. Ce n'est plus nécessaire. Les cons font le travail. Alors justement, parmi les informations qui circulent sur le net, on parle beaucoup du nouvel ordre mondial. Alors on a évoqué ce problème dans une émission animée par Brock Sucker du journal Top Secret, je ne sais pas si vous connaissez. Le nouvel ordre mondial, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réalité? On dit que à la tête de la pyramide, il y aurait justement les extraterrestres qui seraient là et qui dirigeraient, qui seraient à la tête de ce nouvel ordre mondial. Certains extraterrestres essaieraient de nous asservir. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations, de ce dossier? Bon, moi, je crois que j'ai dit tout à l'heure avoir la conviction qu'il y a une présence, une espèce de gouvernement invisible, mais qui n'est pas de nature terrestre. Voilà. Je crois effectivement qu'il y a une force invisible qui fait en sorte que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en quarantaine.
Bon, moi, c'est ma façon de le dire. Nous sommes en quarantaine. D'autres disent il y a un gouvernement occulte. D'autres disent un nouvel ordre mondial. Bon, peu importe. D'autres parlent des Illuminati. C'est ça. Moi, ce que je vous dis, c'est que sans tomber, moi, je ne cherche pas de coupable terrestre. On vise souvent les francs-maçons. J'ai été franc-maçon moi-même. Pour le peu que je peux vous en dire, on contrôle pas grand-chose, hein. À part des petits fours qui sont servis, là, c'est pas terrible. La franc-maçonnerie, là, on repassera. Ouais. Bon, maintenant, il y a le Conseil des relations internationales, là, ce qu'on appelle le CFR. Il y a des organismes comme les grands clubs privés, le club de Rome. Il y en a d'autres. Maintenant, ça, je crois que ce sont simplement des gens qui appartiennent à une élite financière et politique et qui aiment bien se rencontrer, sauf que quand ils se rencontrent, parlent de choses et d'autres qui ne sont pas de l'ordre du quidam habituel. Alors, ça peut faire peur, ça peut être inquiétant, mais je ne crois pas qu'ils disposent d'un pouvoir tel qu'ils contrôleraient la planète, parce que ça a été essayé, mon ami, ça a été essayé. Staline a essayé, Hitler a essayé, certains présidents américains ont essayé, ils ont tous échoué. Napoléon a essayé, même Alexandre le Grand. Ils ont tous échoué, alors je ne vois pas comment une bande de vieux schnocks réunis dans un petit château pourrait contrôler le monde, alors que ça a été raté. Il s'agit de voir, on nous parle des Rothschilds. Ça me fait bidonner, moi, quand on me parle des Rothschilds qui contrôleraient le monde. Hitler les a tous savonnés, les Rothschilds. Ils ont tout perdu avec la guerre. Pétain les a savonnés, les Rothschilds. Ils ont tout perdu aussi avec la guerre. Aujourd'hui, parmi les 30 plus grandes fortunes du monde, il n'y a aucun Rothschild. Il n'y a aucun Rockefeller. Alors, il faut quand même pas... C'est un vendeur de meubles, mon cher ami, qui est un des plus riches sur Terre, incluant votre bonne femme de L'Oréal, qui est plus riche encore que les Rothschild, et ainsi de suite. Alors, écoutez, moi, on me dira pas que Mme Bettencourt et Carlos Sims, là, le Mexicain, là, sont ensemble tous les deux dans un petit château en train de gouverner la Terre. C'est ridicule. Moi, je crois que s'il y a un pouvoir qui est vraiment assis et qui contrôle les grands courants qui dessinent la planète actuelle, je crois qu'il n'est pas de cette dimension. Oui, c'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. Qui est à la tête de la pyramide? Ben c'est pas nous. Voilà. C'est pas nous. C'est très clair que c'est pas nous. Nous sommes, écoutez, n'oubliez pas, lorsque j'ai dit que la Terre, et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance, qui est à la tête du jardin d'enfance? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Ce n'est pas la dame qui opère, c'est le ministère de l'Éducation. Tout à fait. Perdons pas ça de vue. Vous comprenez la distance qu'il y a entre le ministère de l'Éducation, je parle de chez nous, là, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, et tout ce qui se trouve entre ça et le jardin d'enfance, en termes de hiérarchie, c'est gigantesque. Mais il est clair qu'au fait suprême d'un jardin d'enfance, ce n'est même plus dans cette dimension-là. Vous comprenez? Moi, je vois la chose exactement sous le même angle. Faut pas oublier que certains grands génies de notre siècle, comme Gene Roddenberry, ont su le rendre très bien lorsqu'ils ont perçu cette réalité-là et qu'ils ont écrit des scénarios comme Star Trek ou Star Wars. Ce ne sont pas des inventions, ces trucs-là, ce sont des emprunts. Ce sont perdez pas de vue que les gens qui font des sorties astrales, des sorties nocturnes, quand ils reviennent, ils ont des visions, Alors, certains vont transmettre ces choses-là, nous donnant l'impression que c'est de l'imaginaire, mais regardez attentivement les récits comme Le Magicien d'Oz, ou même Peter Pan, ou même La Chronique de Narnia, ou Le Seigneur des Anneaux, et ainsi de suite. Regardez tous ces récits-là et voyez à quel point ça ressemble à ce dont nous parlons actuellement, même si certains semblent destinés aux enfants. Tout à fait. Comme Alice au Pays des Merveilles, par exemple. Qui a été enlevée. Alice a été enlevée. Elle a été amenée dans une autre dimension et on nous l'a ramenée par la suite. Oui, tout à fait, c'est vrai.
C'est quand même quelque chose. Nous avons fait une émission avec Nicole Dron. Je ne sais pas si vous connaissez Nicole Dron chez nous. Ah non. C'est une personne, vous pouvez la retrouver justement sur YouTube par exemple ou en tapant sur Google Nicole Dron, vous allez voir. C'est une personne de toute confiance qui a vécu une NDE en 1968 je crois et elle a vécu toutes les phases de la NDE. C'est-à-dire la décorporation, l'arrivée dans le tunnel. Et elle est montée de plan en plan, on lui a fait voir des choses incroyables, on lui a dit, un message qu'on lui a dit qu'on avait ensemencé la terre. Oui, absolument. Voilà, on avait ensemencé la terre. Et je vous assure que Nicole Dron est une femme qui est pas une hurluberlue, hein, elle a vraiment les pieds sur terre, c'est quelqu'un de toute confiance. Non, mais elle a parfaitement raison. Voilà. Moi, j'ai dit tout à l'heure, on a été manipulé génétiquement. Moi, je ne m'obstinerai jamais sur les termes. Mais elle a raison. Nous ne sommes pas le fruit d'une évolution normale, typiquement, comment il s'appelle dans le type là qui, mon Dieu, darwinienne. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Alors, nous ne sommes pas le fruit d'une évolution darwinienne typique. Ça, c'est faux, c'est clair. Mais nous sommes le fruit d'une manipulation. Quelque chose de colossal est survenu qui a fait que nous sommes ici, nous, les humains. Jean Cazot, je vous propose de marquer une pause dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Jean Cazot qui est ufologue, métaphysicien et nous parlons ufologie. Mais au départ, il y avait l'homme de Néandertal sur la Terre. Est-ce que justement, à cette époque-là, c'était pas des êtres qui appartenaient à la Terre et les extraterrestres sont arrivés et ont fait des manipulations génétiques? Oui, ça c'est l'enseignement typique qu'on retrouve sur les tablettes sumériennes. Voilà, c'est ça. Il faut se souvenir de Zekarian Sitchin. Oui, effectivement, moi je crois que la mythologie actuelle, que ce soit celle d'Enoch ou que ce soit celle des Sumériens ou même la mythologie biblique, parce que c'est une mythologie comme les autres, nous enseigne exactement ça, que nous avons été carrément manipulés à l'époque où nous étions pas très, très avancés, là. Nous étions des êtres primitifs. Sitchin parle davantage de l'Homo erectus que du Néandertal, parce que le Néandertal est peut-être un sous-produit là, de tout ça, mais il n'en demeure pas moins que l'Homo erectus est probablement celui qui a été ensemencé par les dieux, comme les mythologies nous l'enseignent. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on parlait des dieux qui arrivaient sur Terre, finalement, c'était certainement des extraterrestres. Ah oui, nous ici, au Québec, on a un endroit qui est réputé pour être un endroit où plusieurs ovnis sont manifestés et qui s'appelle le Mont Saint-Hilaire. Oui. Or, lorsqu'on s'interroge sur le nom, parce que vous savez qu'ici, nous, quand nous sommes arrivés ici, en 1534, le pays était occupé par plusieurs bandes indiennes, dont l'un était les Algonquins. Alors, le nom Algonquin, le nom que les Algonquins donnent à cette montagne, le Mont Saint-Hilaire, c'est l'habitat de ceux qui viennent d'en haut. Oui. La maison de ceux qui viennent d'en haut. Alors, vous comprenez qu'on se retrouve donc avec une manifestation d'ovnis au-dessus d'une montagne que les Indiens qualifiaient de l'habitation de ces êtres-là qui viennent du ciel. Alors, c'est pas nouveau, là. Ça date pas de 1947, toutes ces histoires.
Non, tout à fait. D'ailleurs, l'étude que j'ai faite des mythologies me le démontre. Elles ont toutes en commun cette histoire de Dieu venu du ciel et qui ont joué un rôle sur nous. Faut pas oublier que les pauvres Aztèques croyaient que Cortés était l'un d'eux, et à leur grande déception, c'était un pur salaud. Mais dans les faits, leur prophétie annonçait ou parlait de ces dieux qui étaient venus du ciel, ces dieux blancs, à la peau blanche, qui étaient venus du ciel, comprenez-vous? Et ça, on le sait, par Tiahuanaco et ainsi de suite. Bref, moi j'ai eu des liens très étroits avec un de vos plus grands chercheurs, Robert Charroux. Oui. Alors, Robert et moi, je veux dire, bon, écoutez, son décès, c'est une grande perte, comme l'a été celle de John Mack aux États-Unis. Oui. Puis, bref, il en reste plus beaucoup. Même Hopkins est décédé aussi, là. Alors, voilà. Alors, un autre point, que pensez-vous justement de ce qu'on entend à propos des certains extraterrestres? On dit qu'il y aurait 57 races recensées qui se baladeraient un petit peu autour de nous, notamment les reptiliens et les petits gris. Alors, bon, on en entend parler sans arrêt. C'est une légende ou ça peut être une réalité? Moi, en ce qui me concerne, dans toutes mes enquêtes, toutes les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai un reptilien. Oui. J'ai plusieurs gris, mais j'ai autant de créatures dites éthériques ou des êtres énergétiques qui ne sont pas. Un de mes témoins disait, c'est comme une personne inachevée, comme quelqu'un qui est en train de surgir de l'astral, qui va devenir physique, mais ça s'arrête là, ça demeure à l'état énergie. Ça, j'en ai plusieurs. J'en ai même qui ont une peau bleue. Alors, écoutez, moi, des races, j'imagine que si on parle d'un univers, imaginez, là, on parle de l'univers physique, lequel on connaît. Mais imaginez si on se met à parler de ce qu'il y a dans les autres dimensions. Oui, tout à fait. Moi, je pense que 57, là, c'est un tout petit chiffre, là. Oui, c'est à l'infini, hein. C'est très, très conservateur, là. Non, enfin, c'est les 57 ou 58 races qui s'occuperaient un petit peu, qui seraient autour de nous, quoi, hein. On parle pas parle pas du reste de l'univers. Il y a du channeling un peu partout. Il y a beaucoup de contradictions, cependant, dans ça, parce que moi, j'ai déjà entendu parler de 120 races, tu sais. Oui. Alors, il vient un temps où est-ce que... personnellement, moi, je m'en fous, là. Oui, non, mais c'est pour ça. Qu'il y en ait 55 ou qu'il y en ait 120. Moi, personnellement, j'aimerais faire la connaissance d'au moins une. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Alors, voilà, tu sais, c'est pas très important, mais c'est un fait que cette planète-là est probablement... nous sommes un espèce de carrefour cosmique, là, où un tas d'entités viennent ici probablement nous visiter. Ils sont même peut-être en excursion. Vous savez, quand on envoie nos enfants, on les envoie dans un musée, on leur dit allez voir ce qui se passe, ou on leur paie un voyage en Tunisie, puis on leur dit allez visiter les Arabes. Alors en excursion d'école, c'est la même chose, hein. Peut-être qu'il y a des centaines de milliers de visiteurs qui viennent ici observer comment ça fonctionne chez les humains. Oui, tout à fait. Et voilà ce que ça donne, une planète dépravée. Venez voir une planète peuplée par des abrutis. Vous allez voir ce que c'est. Des gens qui ont un des plus beaux environnements dans l'univers et qui sont en train de le souiller, de le contaminer, et qui en prennent plaisir. Venez voir. Tout à fait. Alors, je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Alors, j'ai vu sur votre site que vous évoquez certaines histoires, notamment l'effarante affaire de Pascagoula. Vous pouvez nous expliquer brièvement ce qui s'est passé? Oui, en fait, Pascagoula, je suis en train de faire revivre à mes lecteurs de vieilles histoires oubliées. Et Pascagoula, c'est quand même assez vieux. C'est une observation qui a été faite par des pêcheurs, et ils étaient 4. Et les êtres qui en sont... c'est quand même assez incroyable, parce qu'ils ont reçu une visite. Là, on peut peut-être parler de vrais extraterrestres, dans le sens que ce ne sont pas des êtres extradimensionnels, vous comprenez?
Alors là, ce sont des êtres qui sont descendus, ils se sont fait enlever, ils savent qu'il s'est passé quelque chose, puis on les a ramenés, ça ils le savent aussi. Mais c'est la description des êtres qui est affolante, parce que on a l'impression que ce sont, je dis pas des végétaux, mais ils ont comme des protubérances sur le corps qui donnent l'impression que il y a quelque chose qui fonctionne pas là. Ouais. C'est pas humain, c'est pas des gris, c'est pas reptilien, ce sont des monstres d'une certaine façon. Mais moi je subodore dans ça ce que je vous ai déjà dit sur la petite fille du jardin d'enfance qui a un monstre devant elle, alors que c'est un sapeur de la ville de Paris. Oui. Mais vous les avez vus, les sapeurs de Paris? Oui, tout à fait. Bon, c'est intimidant pour un enfant. Ouais. Impressionnant. Même un adulte qui se retrouve avec un type pareil devant la porte et qui dit « On évacue! » On évacue, hein, parce que le type, il est intimidant avec son casque, là, et tout son attirail. Et en plus, s'il a le malheur de porter un masque, c'est foutu, là. C'est la trouille garantie. Alors, je crois que c'est ce qu'ils ont vécu, eux. Mais ils ont été incapables, parce que moi, si je vous dis, le type avait un masque à oxygène, je suis persuadé que dans votre esprit, vous êtes capable de le visualiser. Ah, bien sûr, oui. Bon, ben c'est ça, bien sûr, parce que vous en avez déjà vu bien sûr, oui. Mais si vous n'avez jamais vu de votre vie un masque à oxygène, vous serez incapable de le décrire. Bien sûr. Vous allez dire, le type avait 2 grosses boules dans le visage, noires, et on ne voyait pas les yeux, c'était affreux, c'était un monstre. Oui, tout à fait. Bon, alors, parce que Goula, c'est la même chose, mais c'est la même chose pour un tas d'autres descriptions. Vous savez, le syndrome de Magellan, quand on ne connaît pas une chose, qu'on la voit pour la première fois, sans aucune référence, c'est impossible d'en faire une description adéquate. C'est impossible. Impossible. Un Indien d'Amazonie qui, ça s'est passé il y a 3 ans, lorsqu'une équipe américaine a filmé pour la première fois la tribu des Hommes Rouges en Amazonie. Ils étaient 4, ils ont envoyé leurs javelots et leurs lances sur l'hélicoptère, mais imaginez ce qu'ils ont raconté, ces gens-là. Ils ne se sont pas dit, il y a une équipe de télévision à bord d'un hélicoptère qui est venu nous survoler. Ben non, ils ne savent pas ce que c'est qu'une équipe de cinéastes, ils ne savent pas ce que c'est qu'un hélicoptère. Quels termes ils ont utilisés pour décrire ce monstre-là. Imaginez le bruit, le vent qui déplace les pales, qui déplacent les arbres. Et ils étaient très bas. Alors, ils ont vu les visages des hommes avec le casque d'écouteurs sur la tête. Imaginez ce qu'ils ont pu raconter. Encore aujourd'hui, 3 ans après l'événement, ça doit être l'histoire du siècle pour eux, là. Oui, bien sûr. La visite du monstre du ciel que nous avons chassé, que nos braves guerriers ont chassé, parce qu'effectivement, quand ils ont vu là, ils recevaient des flèches et des javelots, l'hélicoptère, tout simplement, ils ont dit, laissons-les tranquilles, ils sont repartis. Mais imaginez, là, la légende folklorique tout à fabuleuse qui découle de cet événement-là dans cette tribu-là. Par contre, on aurait récupéré des corps, il y aurait eu plusieurs crashs, parce qu'on parle toujours du crash de Roswell, mais il y en a eu d'autres, au Mexique, je crois. On aurait récupéré des corps d'extraterrestres, là, donc c'est palpable, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que vous pensez aussi de ces histoires et ces récupérations de corps? Ouais, ça, évidemment, moi, j'ai toujours pensé que cet événement-là est lié à une réalité. Je ne la nie pas. Je crois effectivement qu'il est tout à fait possible que des corps aient été retrouvés. Je vous répète que bien qu'on parle d'êtres extradimensionnels, on parle aussi ces êtres extradimensionnels-là, lorsqu'ils viennent, ils arrivent chez nous, ont peut-être une densité corporelle existante. On peut parler d'extraterrestres, d'intraterrestres, qu'il y a eu des échecs au niveau de leurs appareils, c'est absolument pas exclu. Écoutez, ces appareils-là peuvent tomber en panne, pourquoi pas? Ça demeure une possibilité qu'il y a eu des incidents, ainsi de suite. Il faudrait pas qu'il y en ait eu un chaque mois, parce que là, ça c'est inquiétant.
Mais chose certaine, c'est que c'est tout à fait possible et il est évident que pour ne pas avoir à réécrire l'histoire tout entière et causer un pandémonium à l'infini, les autorités ont mis le couvert là-dessus. On fait en sorte qu'on oublie tout ça, parce que de toute façon, vous savez, les militaires ont l'obsession du secret. Ne demandez pas l'heure à un colonel, il va vous dire c'est top secret. Ah ouais, tout est top secret. Ouais. Alors, ces gens-là ont une obsession un peu maladive. On voit le sort que les Américains veulent donner à ce bonhomme, là, ce Bowden là, qui se promène entre la Chine et la Russie. Là. Ben, il a trahi des secrets militaires et ainsi de suite. Et ça, les militaires ne le pardonnent pas. Ça, c'est quelque chose que le secret pour eux, c'est leur vie. Alors forcément, dès qu'un événement pas tout à fait naturel survient, il est clair qu'ils vont maintenir le secret ad vitam aeternam. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive encore. Ouais. Je l'ai vu ici au Canada, moi. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de ces ovnis qui survolent les centrales nucléaires? Oui, ben ça a été... En fait, c'était... Vous voulez parler plutôt des silos nucléaires? Oui, peut-être les silos nucléaires. Oui, non, moi, ce dont je suis au courant, ce sont les ovnis qui ont survolé les silos nucléaires durant la guerre froide et qui les ont fermés les uns après les autres. Oui, mais non, je vous parle des centrales nucléaires. Nous, on a des... de centrales? Non, ça, je suis pas au courant. Oui, alors, on a des centrales, et surtout en France, hein, on a, je sais plus combien de réacteurs, une 50aine au moins, de réacteurs, et on voit de temps en temps, au-dessus des centrales nucléaires, des ovnis. Non, ici, voyez-vous, on en a pas. Vous avez de la chance. On n'a qu'une seule. Ici, c'est l'hydroélectrique. Nous avons le bonheur d'avoir des rivières puissantes qui serpentent tout le pays. Alors, on les harnache et avec le résultat que nous avons ici, nous, de l'hydroélectricité, on n'a pas recours ni au charbon ni à l'uranium. Alors, on n'a pas ces centrales-là ici. C'est probablement la raison pour laquelle je suis beaucoup moins sensibilisé à ça. Alors, je m'incline et je vous dis non, malheureusement, je suis pas au courant. Bah, bravo, hein, c'est une bonne initiative, parce que franchement, nous, on est sur une bombe, ici, avec nos centrales nucléaires. Ah bah oui, c'est ça. Mais d'un autre côté, mon pauvre monsieur, vous n'avez pas la puissance de rivière suffisante pour alimenter un pays de 70 millions. Je vous rappelle que nous sommes 10 fois moins nombreux que vous, avec un territoire 3 fois plus grand. Alors, forcément, c'est beaucoup plus facile pour nous, à notre décharge, c'est beaucoup plus facile pour nous de produire de l'électricité avec nos rivières que chez vous. C'est impossible chez vous, là. Jean Cazot, est-ce que vous avez des projets? Oui, ben là, c'est sûr, je suis en train de tourner, comme je vous dis, je tourne un film, là, et puis on aura la version DVD qui permet aux Européens de l'avoir, tout comme on aura la version pour l'Occident, pas l'Occident, mais l'Amérique ici. D'accord. Il y a ça, j'ai un bouquin là qui sort au mois d'août, et je travaille sur d'autres projets et je continue également d'entretenir des liens importants avec mes témoins. Mais pour le moment, là, je vous dirais que le film et le livre, ça occupe son homme. Je me doute, oui. Alors, vous avez donc un site internet. Vous allez nous donner l'adresse de ce site? Oui, c'est un peu compliqué parce que quand j'ai pris ce titre-là, c'est un titre idiot. J'aurais jamais dû être compliqué comme ça, mais enfin, c'est Centre Études OVNI. Ouais. Oui, centreétudesovni.com. D'accord. Ou alors, vous mettez mon nom, Jean Cazot, là, T-A-S-A-U-L-T, sur Google, et puis vlang, vous tombez dessus, là. D'accord. Merci Jean Cazot d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion, et on compte vous retrouver une prochaine fois. C'était mon plaisir, cher monsieur. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.